50 plus de Macron, c'est la fin de la France. Parce qu'il veut dissoudre la France dans l'Afrique et dans l'Europe. Et il va y arriver. Il va y arriver parce qu'il est d'une habileté féroce. C'est un pro de la communication postmoderne et un séducteur. Moi, je pense que les jeux ne sont pas faits. En venant vous voir, je lisais les comptes rendus de l'élection hongroise. Et en fait, les journalistes du Figaro, du Monde, titraient victoire étincelante, triomphe, en omettant de se souvenir qu'il y a 3 jours, ils donnaient les résultats des derniers sondages qui prévoyaient une victoire de la gauche, enfin des oppositions, une petite victoire, ou un match nul. Alors là, il y a un écart 55, 35, enfin c'est sans appel. Et donc la presse et les sondeurs ne se souviennent de rien. Ou alors ils nous disent « Ah mais on n'avait pas prévu l'abstention ». Ouais. Et je voudrais rafraîchir la mémoire des gens qui nous regardent. Moi je connais bien l'élection présidentielle. Non seulement il faut se souvenir de 2002, où en fait l'arrivée de Jean-Marie Le Pen a été une immense surprise, puisque on était à 10 points d'erreur dans les derniers sondages. Mais en 95, la dure était donnée 11 points derrière Chirac. Et finalement, il a terminé à 1 point, etc. etc. Bon. Donc en réalité, le sondage est un outil intéressant, mais dangereux, parce qu'il ne tient pas compte d'un phénomène nouveau qui n'existait pas dans le temps, c'est l'abstention. Voilà. Alors il y a une deuxième chose très importante. Moi je suis très prudent, parce que pour moi la question n'est pas là, la question c'est de savoir ce que dit Éric Zemmour. J'espère qu'on va en parler sur le fond, parce que ce qu'il dit est très important. Il entrera dans l'histoire, en fait, à travers ce qu'il a dit. Il a fait une percée conceptuelle qui restera. Mais restons un instant sur votre question. En réalité, il se passe une chose. Par exemple, chez moi, je ne dis pas où, mais enfin, en Vendée, j'ai des carottages. Et les maires me disent, on n'entend rien. Ah bon? Ouais, mais comme jamais. On est à 3 jours de l'élection, à 4 jours de l'élection présidentielle, on n'entend rien. C'est-à-dire que les gens ne s'expriment pas, les gens n'en parlent pas. Et quand c'est comme ça peut vouloir dire 2 choses. La première, c'est qu'ils s'en foutent. Donc, abstention record. Et deuxièmement, ils vont se venger. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils votent. S'ils se taisent, c'est qu'ils ont une raison de se taire. Alors, aujourd'hui, voter Éric Zemmour, c'est plus difficile à dire sur le forum que Macron, évidemment. Voter Macron, c'est voter moderne, c'est voter postmoderne, c'est voter mondial, c'est voter progressiste. Donc vous dites à n'importe quel sondeur et à n'importe quel voisin, je vote Macron. Voilà. Par contre, Zemmour, on se cache. Zemmour, c'est sulfureux. Voilà. J'ai connu ça. Bon. Et puis le jour du vote, dans l'urne, on se lâche. Voilà. Donc,
Est-ce qu'il y a un vote caché? C'est possible. Est-ce qu'il y a une France du vote caché? C'est probable. Mais je suis quand même très, très prudent, parce qu'on voit bien les mouvements qui s'installent. Bon, la rhétorique des chaînes d'infos, la poussée des uns, la dégringolade des autres, bon, du calme, on verra. Oui. Alors, moi, je connais bien Emmanuel Macron, puisqu'il m'a approché. Je me suis laissé faire parce que c'était intéressant comme poste d'observation. Mais je le connais très bien. Bon. Alors, je vais vous dire, c'est un homme extrêmement dangereux. Je le voyais l'autre jour à son meeting, aller d'un prompteur à un autre prompteur, tout est faux. Rien n'est juste. La tonalité, c'est la fausseté. Mais, ça va plus loin, c'est le grand déconstructeur. C'est l'homme de la sape. On peut résumer. Il sape l'identité française. Il a parlé dans sa conférence de presse de la nécessaire transition démographique. Personne n'a rien dit. Transition démographique. Donc, il accueille avec bonne conscience le grand basculement démographique. Ensuite, il détruit la souveraineté, puisqu'il veut une souveraineté européenne. Il a déjà commencé. Bon. En fait, le pouvoir en France n'a plus le pouvoir, et le pouvoir, c'est quand on l'a. Troisièmement, il détruit l'État, avec McKinsey. J'y reviens dans un instant. Et quatrièmement, il détruit la famille. Pendant que Madame Macron, Brigitte Macron, va à Beauval pour devenir la marraine des pandas, on a l'avortement à 14 semaines. Et là, il vient d'annoncer, c'est passé totalement inaperçu, que le quotient conjugal allait se substituer au quotient familial, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucun avantage à se marier. Donc, c'est l'homme de la... Quand je dis le déconstructeur, c'est la désaffiliation, qui est l'acte ultime de la déconstruction. C'est-à-dire qu'il veut fabriquer... C'est le Young Global Leader de Davos. Il y a un Anglais qui dit il y a les gens de From Somewhere, de quelque part, c'est mon cas, enraciné, et les gens de From Anywhere. Lui, il est From Anywhere. Et il veut que la France soit un morceau, un territoire du marché mondial planétaire, bobo bohème, marché planétaire de masse, livré au consumérisme et à l'hédonisme. Voilà, c'est ça, Macron. En fait, il y a des gens en France qui font le vide, et puis il y a des islamistes qui remplissent le vide. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Et parce qu'il veut dissoudre la France dans l'Afrique et dans l'Europe. Et il va y arriver. Il va y arriver parce qu'il est d'une habileté féroce. C'est un pro de la communication postmoderne. Et un séducteur. McKinsey, c'est incroyable. McKinsey, pour moi, ça me rappelle quand j'étais sous-préfet de Vendôme, je me souviens très bien, un jour, le président Giscard d'Estaing, qui habitait à Auton, dans mon arrondissement. De temps en temps, il m'appelait. Il dit, je voulais être un de mes capteurs. Et il me dit, qu'est-ce que vous entendez sur le diamant, Je dis, ah, c'est pas très bon. Dis-moi. Il pensait que ça n'atteignait que le cercle parisien des journalistes, et puis en fait, ça a été déterminant, quoi. Et là, McKinsey, c'est pareil. McKinsey, c'est pareil. Alors, en fait, le cœur de l'histoire McKinsey, il faut bien comprendre ce que c'est.
moi je le sais, puisqu'il m'a raconté sa campagne. Donc il m'a dit, il avait une trentaine de gens de McKinsey, ils s'en vantaient à l'époque, qui travaillaient pour lui bénévolement. Il me dit, c'est comme au Puy du Fou. Sauf la suite, c'est pas comme le Puy du Fou. Donc vous avez 30 têtes d'œufs de chez McKinsey qui travaillent bénévolement pour le candidat Macron, ministre de l'économie. Et ça dure depuis longtemps, parce que apparemment l'initiateur, c'est Jacques Attali, l'homme de la fabrique de l'homme nomade, bon, qui est à la manœuvre derrière tout ça. Bon. Donc première étape, des bénévoles qui aident Macron à devenir président de la République. Deuxième étape, il y a des contrats pharaoniques pour les cabinets de conseil, dont McKinsey. Et troisième étape, McKinsey, qui est conseiller de Pfizer, la boîte des vaccins, qui devient en fait le cabinet d'inspiration de M. Véran, avec au passage Maël de Calan, qui est conseiller de Mme Pécresse. Bon, c'est comme le carrousel de la place d'en face, il manque personne, il y a tous les petits chevaux. Voilà. Et donc McKinsey, en fait, normalement le parquet national financier aurait dû ouvrir une enquête. Parce que, quand même, il y a un lézard. Rien. Il y a de quoi tailler plusieurs costards, comme dirait Fillon. Rien. Voilà. Mais je pense quand même que dans l'esprit public, quelque chose flotte qui ressemble à une suspicion. Qu'est-ce qu'ils font de notre argent, etc. Mais moi, ce que je vois, moi je me souviens très bien de la conversation à la rotonde avec Macron et Brigitte. Ils étaient tous les deux, ils m'avaient demandé, j'étais là à l'étage, j'étais sous l'escalier, donc je suis venu les voir. Et il dit, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour rétablir l'État? Et je lui dis, il faudrait que le président habite le corps du roi. Et il dit, ah, la formule, alors il connaissait la formule, donc bon, le double corps, le roi n'est plus un homme et il ne s'appartient plus. Hein. Et il dit, vous voulez dire le régalien? Je dis, oui, la verticalité, le mystère et le régalien. Ça veut dire la restauration de l'État. L'État garant, l'État honnête, l'État transparent, l'État impartial, l'État qui surplombe les féodaux. Il me dit, c'est ça qu'il faut faire. Ben, on y est. Les féodaux ont pris le pouvoir. Mais derrière ce que je suis en train de vous raconter, il y a quelque chose de bien plus grave, que personne n'a vu. Mais moi, j'ai vu. Parce que je connais très bien la mécanique de Maastricht. Avec Maastricht, puis le traité de Marrakech en 1994, 2 ans après, qui a remplacé le GATT par l'OMC, s'est installée une société mondiale qui voulait abattre les frontières, les nations, les souverainetés, pour le doux commerce, les interdépendances globales, les chaînes de valeur globale, etc., tout ça. Et en fait, les Américains qui sont derrière tout ça ont installé une technostructure saint-simonienne pour servir le libre-échangisme et boucler les gouvernements. Et c'est McKinsey. Donc McKinsey, ils sont partout. Et ils sont partout pour installer l'âge post-national, post-moral, voulu par les géants du mondialisme qui installent une société post-moderne et post-morale et post-nationale. Voilà. Sauf qu'il y a un grain de sable, la pandémie, l'Ukraine, et donc le retour du tragique, le retour de la frontière, le retour de la souveraineté. Donc pour McKinsey, c'est un petit coup dur quand même. Mais McKinsey, ce sont des opérateurs qui visent à anéantir toutes les souverainetés. Il y a une unité McKinsey
auprès de Macron, comme il y en a une en Angleterre, en Allemagne, etc. Et donc, en fait, l'unité du monde à laquelle aspirait tant Jean Monnet dans la dernière phrase de ses mémoires, l'Europe n'est qu'une étape vers la gouvernance mondiale, tout ça se met en place sous nos yeux. Alors, on va dire, ah, Philippe de Villiers est complotiste. C'est pas moi qui suis complotiste, c'est eux. C'est une conjuration. Bernanos disait, toute l'histoire du monde moderne, c'est l'histoire d'une conjuration contre la vie intérieure. On est en plein dedans. Je leur dirais d'abord que je les comprends, puisque de toute façon, depuis des années, on leur ment. On leur ment parce que on leur fait croire que le pouvoir a encore le pouvoir, alors que le pouvoir est parti ailleurs. On leur ment parce qu'on a cessé d'éloigner ceux qui ont un tout petit bout de pouvoir, donc les maires, les intercommunalités, les départements, les régions, qui n'ont plus aucun sens, aucune identité, puis ensuite l'État, Bruxelles, Washington, l'OTAN, la Banque de Francfort, etc. Donc il reste rien. Bon. Donc en fait, ils sentent des gens. En fait, un abstentionniste, c'est quelqu'un qui se dit « plus personne ne me protège, donc je ne crois plus en personne ». Dans un pays où l'État régalien garde sa mission de protecteur des innocents, des gens du commun, des citoyens, il n'y a pas d'abstention. En fait, l'abstention, c'est quand on pense que le pouvoir ne peut plus rien pour soi. Voilà. Et moi, j'étais président d'un conseil général en Vendée. Quand j'étais en Vendée, moi, les gens me sentaient, voilà, on faisait des choses, les gens traînaient en département, derrière le drapeau, etc., et le Vendée Globe, etc. Bon. Et il n'y avait pas d'abstention. Les gens, ils s'abstiennent quand ils vous regardent passer en disant « tu te fous de ma gueule ». Voilà. Alors c'est terrible, parce que du coup, tout le monde en pâtit. Et quelqu'un qui arrive sur l'agora et qui dit « attention, on va disparaître », il restera un pays qui s'appelle la France sur le même sol, mais qui ne sera plus la France. Eh ben, il n'est plus écouté, ou en tout cas pas assez entendu. Et il s'agit d'Éric Zemmour. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté la politique, en fait, il y a 10 ans. Parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, bah, je vais faire autre chose, parce que de toute façon, voilà. Faire autre chose en amont, faire de la métapolitique pour faire comprendre aux Français puisque vous êtes les souverains, comportez-vous en souverain. Il y a une chose essentielle qui explique l'abstention et que les hommes politiques ont bien compris. C'est que le citoyen est devenu un consommateur. Et vous avez des candidats qui s'intéressent plus à la fin de l'essence qu'à la fin de la France. Et c'est peut-être plus rentable. Alors, effectivement, si on s'adresse aux consommateurs, là tout à l'heure je voyais sur BFM TV, il y avait un débat en disant la seule question qui intéresse les Français, c'est le pouvoir d'achat. Ah, triste pays. Alors bien sûr, c'est important le pouvoir d'achat, etc. Mais si à la fin du mois, si on évite la fin du mois, la fin du monde, mais qu'on n'évite pas la fin de la France, qu'est-ce qui restera? Rien du tout, il restera des consommateurs nomades. Voilà. Et la France, le consommateur, c'est un nomade. Il va là où c'est le moins cher. Il raisonne au consommateur. Le citoyen va là où il y a encore de l'amour. Le sien est celui qu'il reçoit. Totalement différent. Et vous avez ici, vous avez aujourd'hui un candidat, Éric Zemmour, qui fait campagne sur la place du village, entre l'église et la mairie. Et vous avez d'autres candidats qui font la campagne entre le Super U et la station.
à la pompe. Et qui dit avec moi, le réservoir sera plein et ça sera moins cher. Là, on ne peut rien savoir. La France n'a jamais été dans cette situation. Il y a eu des revers, il y a eu des occupations, il y a eu des défaites, il y a eu des humiliations. Mais il n'y a jamais eu la désaffiliation. Il y a toujours eu des Français réfractaires, des Français résistants. Il y a toujours eu le rebond. Toujours. Ce que la France n'a jamais vécu, c'est ce que nous vivons là. La France peut disparaître, submergée de l'extérieur par l'immigration et rongée de l'intérieur par la décomposition. Et donc elle pourrait être remplacée. Et quand je dis remplacée, je pense à plusieurs remplacements. Le remplacement d'une population par une autre, ça se voit à l'œil nu. Le remplacement d'une civilisation par une autre, le mouvement à la charia, le djihad, mais aussi le remplacement d'une société par une autre. C'est à quoi moi je suis très sensible étant rural. Mon père me disait, la différence de la campagne à la ville, c'est qu'à la campagne on se dit bonjour dans la rue, en ville on ne se dit plus bonjour. Bon. C'était le passage d'une société de voisinage aux repères traditionnels à une société distanciée, numérisée, digitalisée, le webistan, désaffiliée, la société de l'hygiénisme d'État liberticide, de l'eugénisme, avec l'euthanasie qui est devant nous, là, projet Macron, et du post-humaniste dans lequel le chien Douglas, pour prendre un exemple, aura plus de droits que le petit homme. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter sur le petit homme, il n'y a aucun problème, c'est même recommandé. On peut faire des chimères homme-animal, aucun problème. Mais si tu touches au panda de Beauval, alors là, tu vas en tôle. Et donc c'est un basculement. Bon. Et ça, c'est la première partie de votre question. Donc, il y a un triple remplacement. C'est-à-dire, c'est une autre France. C'est la France mondialisée d'Emmanuel Macron, qui considère la France comme un terrain d'expérimentation. C'est un laborantin, c'est un apprenti sorcier, c'est un alchimiste. Il est là avec Brigitte qui regarde, éberluée. Il a ses cornues, il fait ses mélanges. Il dit ça sera la France demain. Voilà. Mais comme toujours, l'histoire n'est pas écrite. Parce que, comme toujours, et je parle avec mon expérience personnelle, il suffit d'un mec pour tout dérégler. Il suffit d'un doigt pour déranger la tectonique des plaques. Et d'ailleurs, celui qui a très bien dit ça, c'est Lénine. Donnez-moi 1000 hommes, quand il était à Saint-Nazaire. Donnez-moi 1000 hommes et je change le destin de l'humanité. C'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, moi qui suis vendéen, admirateur de Charette. Charette, quand il meurt, Travaux lui dit « tant d'héroïsme perdu » et Charette se relève et dit « Monsieur, rien ne se perd jamais ». Et en fait, c'est la naissance du minoritaire. C'est-à-dire, à partir du moment où il meurt, la cause ne meurt pas. S'il avait voulu vivre, la cause serait morte. Et grâce à ça, la Vendée ne meurt pas. Grâce à cette phrase. Donc, un homme. Et donc là, en fait, je vais vous dire ce qui va se passer. Pendant toute cette campagne, j'étais auprès d'Éric Zemmour, peut-être que vous allez m'en parler.
je me suis absenté du forum pour être tout à lui, à sa campagne, pour lui réserver ma parole, mes pensées et ma créativité, donc sans jamais me disperser. Là, je parle pour la première fois. Et en fait, en l'observant, je me suis dit, tous les jours, il va laisser une trace. Je lui ai dit dimanche soir, après le Trocadéro, on a pris un pot, et je lui ai dit, tu resteras dans l'histoire. Parce que c'est lui qui a fait la percée conceptuelle. En fait, il a fait deux percées conceptuelles, une tactique et une stratégique. La percée tactique, c'est l'union des droites. C'est-à-dire qu'il a fait sauter le cordon sanitaire. Donc c'est fini, les cordons sanitaires. On a la mort de LR, tout va se recomposer, c'est fini. Le coup de Mitterrand, cordon sanitaire, vous imaginez l'expression. Hein. C'est-à-dire il y a des lépreux, ils utilisent l'expression, ils voudraient nous faire marcher avec une crécelle. Bon. Et donc la droite, elle a marché avec une crécelle pendant 40 ans. La pauvre Pécresse, avec sa crécelle. Ça se termine par Sarkozy sifflé, etc. Enfin, Douglas qui s'est barré. Bon. Que peut-être aller rejoindre les chars de marine. Enfin, on ne sait pas où il est passé. Il ne vote plus, en tout cas. Donc, c'est la liquéfaction. Bon. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? Une jeunesse incroyable, la jeunesse de France, l'intelligence française, l'intelligence de l'avenir. La jeunesse de France, elle est avec Zemmour. C'est des milliers de jeunes partout. Et il me serrait, il dit merci. Je dis merci de quoi? Et donc, en fait, ce sont des sauveteurs. Et il me rappelle exactement le mot de Solzhenitsyn qui me dit un jour, vous serez dans les catacombes. Il fera noir, mais petit à petit, sortiront des catacombes des jeunes gens aux mains vacillantes, tenant un petit lumignon qui deviendra une luciole et qu'ils iront déposer sur la place publique. Et vous sortirez du stade ultime d'épuisement spirituel dans lequel vous êtes. Et donc en fait, la France renaîtra non pas par les, comme croient les politiciens, par le retour de la croissance, le retour de la prospérité, mais le retour de l'esprit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, j'ai rien à gagner. J'ai rien à protéger, j'ai plus d'ambition. Ce que je pourrais protéger, c'est mes lauriers, mais je préfère, j'arrive à l'âge où on préfère à la couronne de laurier la couronne d'épines, qui a failli brûler dans Notre-Dame de Paris. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, il y a une image qui résume la France. C'est que Clovis, sur le conseil de Geneviève et de Clotilde, Clovis qui est un barbare, qui croit au Dieu Wotan, qui est loin du christianisme et de l'arianisme, il fait le déplacement à Tours. Et là, il se met à genoux devant le tombeau de l'apôtre des Gaules qui a partagé son manteau. Donc qui a fondé l'idée du christianisme en France sur la charité. Et il repart à Reims, et Rémy lui dit « dépose tes colliers ». Donc le passage du manteau au collier. Les colliers, c'est des insignes païens. Et là, Clovis, une fois baptisé, va être l'homme qui va faire l'unité. Donc il prend la charité, il fait l'unité. La charité est oblative, l'unité se fait dans la fermeté, parfois la sanction. Et
Qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Crème? Il devient intouchable. Et quel est son premier geste le lendemain, qui sera perpétué par tous les monarques? Et l'intouchable va toucher les écrouelles, c'est-à-dire il va toucher le pire du pire, le comble de la pauvreté, de la contagion. Et c'est ce contact entre l'intouchable et celui qui est touché qui en fait crée 1500 d'histoire de France. Et ça ne peut pas s'effacer. Donc il faudrait brûler les livres, brûler nos aides-mémoires, raser tous nos monuments, pour que d'autres peuples s'installent avec une autre civilisation qui n'est pas la nôtre. Il y aura toujours des résistants. Il y aura toujours des résistants. Chateaubriand dit à un moment donné dans ses mémoires d'outre-tombe, j'ai eu connaissance d'un peuple de l'Orénoque où il n'y avait plus que 12 mots qui se promenaient à la cime des arbres, répétés par des perroquets devenus libres. Et il dit, ça pourrait nous arriver un jour. Et Pierre Chaunu m'avait dit, un jour, la mémoire peut se rétracter au point qu'il n'y a plus de transmission du tout et qu'on ne sait plus, que vous ne saurez plus, que vos enfants ne sauront plus d'où vous venez. Mais ça, j'y crois pas, depuis cette campagne. Et puis, depuis ce que j'ai fait dans ma vie, qui m'a montré qu'en réalité, encore une fois, la tectonique des plaques ne dépend que des hommes. Et ce sont les minoritaires qui gagnent. Donc je ne sais pas ce qui se passera pour la majorité dimanche, mais ce sont les minoritaires qui gagnent. Et les minoritaires, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que les médias ont peur. Les minoritaires, ils sont chez Zemmour. Reconquête. Le mot est très bien choisi. Et Zemmour, c'est l'homme qui incarne cette incroyable percée conceptuelle. En fait, il a trois qualités. Premièrement, il dit ce qu'il voit, comme dirait Peggy. Pas de démagogie, ça lui vaut parfois des contrariétés. Deuxièmement, il sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire sauver la France et pas simplement la réformer. Et troisièmement, et sauver la France, ça veut dire sauver la langue, l'art de vivre et nos souvenirs. Et jamais baisser la tête. Et troisièmement, et surtout, pour paraphraser Zemmour, surtout, le courage. Le courage physique. Il en a s'y trempé, je peux vous le dire. Et en fait, voter Zemmour, c'est voter instinct français. Non, on ne va pas mourir. Voilà, c'est ça, le vote Zemmour. Donc c'est le vote vital. Alors on est loin du vote d'anticipation, le vote utile, ça. Enfin, vous allez peut-être m'en parler, mais le vote vital. Voilà. Et moi je suis fier d'être son ami. Ça fait 36 ans qu'on se connaît. Je peux vous raconter. Hein. J'ai un garçon incroyable, incroyable. Il lâchera pas. Avec Macron, ou ses déclinaisons, qui acceptent l'européisme, le mondialisme et l'immigrationnisme, par manque de courage, on aura un État définitivement dépecé aux mains de McKinsey, le cabinet conseil du mondialisme. Donc ils nous referont une pandémie, etc., pour nous machiner la crypto-monnaie, le machin, l'identité numérique, tout, le truc chinois, là. Ah ouais, Gabriel Cluzet, vous avez acheté un livre de Philippe de Villiers, 3 points en moins. On a vu sur... Ouais. Voilà. Non mais bon. Donc un État dépecé, une France qui sera plus souveraine, la souveraineté sera définitivement transmise à Bruxelles. De
2 millions de migrants légaux qui rentreront par quinquennat, puisque c'est 400 000 par an avec Macron. Faites le calcul. Et puis, la fin des voisinages et des affections stables, la stabilité de la société. C'est-à-dire, moi, le professeur Lejeune m'avait dit, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1976, il m'avait dit, de toute façon, si on lâche sur la vie, tout suivra. Et il avait une phrase que j'ai vraiment dans mon cœur. Vous assisterez, Philippe, à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Et donc en fait, Macron, il défait le tricot, il continue. Donc il y a la PMA, il y a la GPA, le genre, transgenre, l'école, les gens qui nous regardent et qui s'apprêtent à voter Macron, la question est fondamentale, la question du genre. On est dans une rupture anthropologique majeure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre la mort et la vie avec l'euthanasie. Il y a la distinction. Il n'y a plus trop de différence entre l'animal et l'homme, puisqu'il y a des candidats qui veulent donner un statut à l'animal. Alors que le petit homme devient un objet d'expérimentation. L'homme objet, l'animal sujet. Il n'y a plus de différence entre les sexes, puisqu'on peut choisir son sexe. Je me sens femme. Qu'est-ce que vous voulez que dise le prof? Et je me sens femme, et donc je vais jouer au foot avec les femmes. Je vais être avant-centre. Voilà. Je n'invente rien. Ça vient de se produire pour la natation. C'est-à-dire que toutes les distinctions, il n'y a pas de société sans une hiérarchie distinctive. Et il n'y a pas de société sans la distinction de ce que la nature nous offre et ce que la culture nous voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de société si on n'ose pas considérer que l'homme est comme les plantes, il a besoin d'humus et de lumière. Or, l'humus, on nous déracine, on coupe nos racines, donc il n'y a plus de sève dans l'arbre. Et la lumière, on ne permet plus à nos enfants d'y accéder. On éteint la lumière. La phrase de Viviani, nous avons éteint dans le ciel les petites lumières qu'on ne rallumera plus. Et qui faisait dire à Jaurès, nous avons interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine, et la misère humaine se réveille avec des cris. Nous y sommes. Bravo. Bravo, monsieur. Mais il y aura des gens... Moi, je me suis battu toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, je me battrais comme un Monty Python, on peut me couper les bras, on peut me couper les jambes. J'ouvrirai toujours ma gueule. Et là, je suis fier d'être l'ami de Zemmour. Vous savez... J'ai assisté à des scènes pendant cette campagne, notamment en Arménie. On s'est retrouvés un jour dans la... Enfin, on était le plus vieux monastère arménien, Korvarapsep. Et il y avait une fosse profonde qu'on appelle la grotte de Grégoire l'Illuminateur, qui était le premier confesseur de l'Arménie, celui qui a converti l'Arménie, qui a été puni par le roi parce qu'il voulait convertir l'Arménie et que le roi ne voulait pas. On est tout près du mont Ararat, où a été déposée, selon la légende, l'arche de Noé. Et on descend le long d'une petite échelle tous les deux, dans le noir. C'est très profond. Et c'est là que Grégoire, l'Illuminateur, a été enfermé, puni par le roi, pendant 13 ans. Et guetté par les scorpions, les serpents, on lui
jette à manger, 13 ans. Et au bout de 13 ans, le roi le gracie parce qu'il est malade. Et peut-être que avec son Dieu, Grégoire va pouvoir le soigner, le guérir, et le faire monter. Et Grégoire l'embrasse. Et on se raconte cette histoire tous les deux. Il y a une petite bougie vacillante qui nous éclaire, les parois sont suintantes, mais ça n'a pas bougé. Et là, en fait, on a tous les deux les larmes aux yeux, parce qu'on sent, on revit la scène. Et là, je dis à Eric, tu vois, la chrétienté. Il me dit oui. Le pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. S'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de société possible. Et à ce moment-là, Eric me prend dans ses bras et il me dit ah, c'est beau la chrétienté. C'est beau la chrétienté. Voilà, simplement, il y a des gens qui en ce moment diront c'est ridicule. Mais c'est le ridicule de la civilisation. Donc laissez-nous ça, s'il vous plaît. C'est drôle. C'est drôle parce qu'on m'a dit ça, moi, quand j'étais à sa place. C'est pour ça que j'ai tant de sympathie pour lui, parce qu'il lui arrive exactement les mêmes colibés, etc. Mais Gabriel, je vais vous dire quelque chose. Vous savez très bien dire. Vous savez très bien ce que je vais vous répondre. C'est toujours celui qui sonne le tocsin qui est considéré par tout le village comme responsable de la foudre ou de la guerre. Seulement, il a averti. Après, il disparaît. En fait, là, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, a dit « Nous sommes dans un côte-à-côte qui pourrait se terminer en face-à-face ». Les politiciens, depuis 40 ans, cédant à la politique du renoncement, pour prendre un mot de général de Gaulle, ont installé en France une société, une contre-société. On est au bord de la guerre civile. On le sent bien. Et pour moi, la racaille, les caïds, tout ce qui se passe, c'est le prélude. Ce que dit très bien Boilam Sansal. Ça commencera par le djihad de l'insécurité, qui est la première opération pour déstabiliser une société. Donc ça commence par la racaille, et puis après, ben, c'est la démitude. La racaille, la démitude, mais ça prend du temps. Je voudrais dire une chose qui n'a jamais été dite. Enfin, récemment dans cette campagne. Quand l'islam s'installe dans un pays, les chrétiens d'Orient le savent très bien. Les Tolédans le savent très bien. Et Urban m'a dit, vous ne connaissez pas la bataille de Moax, c'est 125. Je dis, bah non. Ah, bah voilà. Donc, allez-y, faites mumuse avec l'islam, faites mumuse avec l'islam. Mais pas nous. Parce que nous, on sait. Que l'islam, vous en revenez pas. Enfin, il faut 7 siècles, quoi, quand il s'installe. Vous savez que quand on installe une mosquée, c'est une terre d'islam après. Et donc, on a tous vocation. Islam, ça veut dire soumis, à être soumis. Voilà. Donc, aujourd'hui, on installe l'islam en France. Et celui qui dit « je préfère le brandon de Notre-Dame qu'a sonné la libération de la France au muezzin de Creil », on le regarde d'un œil torve, en disant « fauteur de guerre ». C'est toujours pareil, ce sont toujours les collabos qui gagnent dans un premier temps. Puis viennent les résistants.
Là, on a les collabos, ils occupent tout. Ils occupent les médias, les collabos. Ils occupent enfin, ils sont à la tête des élites. Le grand patronat qui veut des salaires pas chers, etc. Depuis Pompidou, on connaît l'histoire. Alors, simplement, je vous dis une chose très simple pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je fais la différence entre l'islam et les musulmans. Et je vais vous dire comment. Donc, l'islam est incompatible avec la civilisation française pour 3 raisons. La charia, c'est un code qui s'occupe de la vie entière, donc le mec qui croit que la République va dicter sa loi au prophète, c'est un naïf, un candide. La parole incréée. Il y a la charia, il y a l'oulma. La oulma, c'est la communauté des croyants. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule patrie dans l'islam, c'est l'islam. On appartient à l'islam. On ne peut pas appartenir. Ce que m'a très bien expliqué Hassan II. J'ai passé 3 heures avec lui, on était amis. Il m'a dit, vous êtes fous. Et troisièmement, le djihad. C'est-à-dire que le djihad, c'est la conquête. Pas forcément la conquête guerrière, la conquête pacifique. Quand le christianisme a cessé, comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, notamment depuis Vatican II, de toute forme de prosélytisme, au nom du vivre ensemble, le djihad, c'est la conquête. La conquête des âmes, la conquête des cœurs, la conquête des quartiers, c'est la conquête. C'est la loi de l'islam. Voilà. Alors après, le musulman, c'est différent. Il y a l'islamisme et le musulman modéré. Alors le musulman modéré, c'est un musulman qui ne lit pas le Coran. Donc il est modéré. Un islamiste, c'est quelqu'un qui lit le Coran. Donc c'est le contraire de ce qu'on croit. Le musulman, l'islamiste, voilà. Et la différence entre l'islam et l'islamisme, l'islam c'est un islamisme patient, l'islamisme c'est un islam pressé. Donc on a ça sur le territoire français là. Voilà. Donc on a eu l'émigration de travail. Le patronat a demandé à Pompidou, voilà, il faut baisser les salaires, très bien, bravo. Après, Giscard, l'immigration de peuplement. Puis après, on a eu, avec Mitterrand, l'immigration de rédemption, parce qu'il fallait un lumpenprolétariat de substitution aux ouvriers, puisque avec le capitalisme sans entrailles mondialisé, 1983, il n'y avait plus d'avenir pour les ouvriers français, donc il fallait évidemment une classe ouvrière de substitution. Donc on est allé chercher la petite main jaune, avec Bernard-Henri Lévy, donc les nouveaux juifs, les immigrés, etc. Moi j'ai vécu, je l'ai vu cette manœuvre. Et après on a eu Terranova, etc. Sarkozy qui dit l'islam modéré est dans les mosquées, l'islam radical est dans les caves, il faut donc sortir l'islam des caves et construire des mosquées, à l'UOIF, etc. Donc ça fait 40 ans qu'on essaye d'acclimater en France ce qui n'a jamais marché dans le monde. Partout où vous mettez l'islam et la chrétienté, ça se termine mal. C'est pour ça que Zemmour, avec un génie créatif et sémantique incomparable, dit on va vers la libanisation de la France. La libanisation de la France, on sait ce que c'est quand on connaît bien le Liban. Ben, ça veut dire que c'est la guerre civile. Alors voilà qu'on accuse Zemmour de dire attention, je suis pour la paix. En fait, récemment, je parlais avec lui et je lui ai dit, en fait, tu appliques le principe de saint Thomas d'Aquin qui disait « la paix, c'est la tranquillité de l'ordre ». Donc l'homme d'ordre, l'homme pacifique par excellence, et surtout quand on le connaît, c'est Zemmour. C'est un homme de paix. Simplement, il dit ce qu'il voit. Et comme il est plus intelligent que la moyenne et qu'il est surtout plus lucide que la moyenne, René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. C'est dur d'être lucide, vous souffrez. Parce que vous voyez les choses que les autres ne voient pas. Le con, il ne voit rien. Il est là devant la caissière en disant je l'ai bien la boîte de machin. Ouais, toi, tu l'as ta boîte, tu payes. Bon. Donc il dit bon, voilà, après on va regarder le match. Voilà. Mais Zemmour, lui, il voit. En fait, je peux témoigner, quand vous êtes conscient
Quand vous êtes conscient, vous devenez une conscience dressée. Et quand vous êtes une conscience dressée, vous souffrez. Alors après, on se console en disant que dans le mot France, il y a le mot souffrance. Et il y a aussi l'espérance qui rime avec la France. Voilà. Voilà. Mais en réalité, Zemmour, il a très bien compris ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait toucher les jeunes. Donc, le reste viendra par surcroît. Mais ce grand mouvement de reconquête qui s'installe partout en France, avec 120 000 adhérents en quelques jours, qui remplit le Trocadéro et le fait déborder, avec Mme Pécresse qui n'a pas compris ce qui se passe. Elle a 4000 obligés, des obligés alimentaires, qui suivent Sarko, leur chef quand même, leur fondateur. Vous imaginez les pèlerins à Lourdes qui suivent Bernadette Soubirous. Putain. Voilà. Et donc Zemmour, lui, il fait pas siffler la France. Et quand il dit « je veux sauver la France », vous vous rendez compte, ce petit juif berbère, un jour je lui dis « mais qu'est-ce qui fait que tu aimes la France de manière aussi passionnée ?» Parce qu'il me disait, moi, devant un arceau, un petit arceau de village, une petite fontaine ancienne du Moyen-Âge, j'ai la chair de poule. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que toi, qui viens d'ailleurs, et il me répond, quand j'ai tenu la main de mon père dans les derniers moments, il m'a dit, Eric, mon petit Eric, je me suis approché parce qu'il parlait à voix basse, essoufflé. Il m'a dit, Eric, n'oublie jamais, jamais. La France nous a pris dans ses bras. Il faudra que toute ta vie, Eric, toute ta vie, à ton tour, tu saches prendre la France dans tes bras.